Bonjour à tous, merci d'être là ce soir. Je vais vous dire quelques petits mots d'introduction en tant que patron de la Fédération du commerce et de la distribution, puis je vais laisser ensuite la parole pour également quelques mots d'introduction à Dominique. Juste pour vous dire un peu l'esprit dans lequel nous avons mis en place cet observatoire, et puis ensuite, après notre introduction, Vincent Cornu exposera un peu les principaux résultats, et puis ensuite on commentera un peu à notre tour les résultats en question. Pour être rapide, vous dire d'abord que pour la FCD et les enseignes de la FCD, la création de cet observatoire s'inscrit dans un mot qui nous est cher pour le moment, qui est le mot de transparence. Nous avons été les premiers en Europe, dans le monde, à mettre en place un observatoire des prix et des marges qui nous permet aujourd'hui de disposer d'indicateurs de marge nette dans les rayons. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et on est très heureux que ceci existe. Nous avons mis en place depuis 2 ans un observatoire de la RSE dans la grande distribution avec le concours de l'ESSEC. Et maintenant, nous mettons en place un observatoire des PME dans la grande distribution. C'est vraiment dans ce même état d'esprit qui est d'avoir les données de façon à faire en sorte d'agir et en même temps de pouvoir voir ce qui marche pas. Donc, premier élément, cet élément de transparence qui, pour moi et pour nous, est vraiment totalement fondamental. La deuxième chose dans l'introduction, c'est de vous dire que c'est un travail qui est original et assez unique, puisqu'il n'y a pas d'autres observatoires de ce type-là qui aient été mis en place. C'est quelque chose qui est très complet, puisque au-delà des quelques éléments que vous allez avoir aujourd'hui, en réalité, le total du travail est un travail qui se fait par catégorie de produits, par taille d'entreprise, par type d'entreprise, par nationalité d'entreprise, ça va vous être expliqué. Donc en réalité, c'est un ensemble de milliers de chiffres qui effectivement est quelque chose qui va permettre ensuite à chaque enseigne, à chaque industriel, à chaque organisation, au pouvoir public de voir un peu ce qui se passe dans tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est donc unique, complet, et en même temps, c'est quelque chose qui est complexe, parce que, et ça explique pourquoi ça n'a pas été fait, aussi bien il est relativement simple de savoir ce qui se passe sur les marques nationales, les marques PME et autres. En même temps, ce qui a fait qu'on a commencé il y a 1 an à travailler sur tout ceci, 1 an de travail, c'est le fait que sur les marques de distributeurs, savoir qui fabrique les marques de distributeurs, ça ne se trouve pas dans les codes. Et donc, il faut rechercher, et c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble, de façon à ce que la FEF puisse regarder à chaque fois, finalement, qui est derrière chaque produit à marque de distributeur, qui, encore une fois, n'est pas dans le code du produit en question. Ce qui explique qu'effectivement, il y a un travail énorme de la part des enseignes qui ont dû fournir tous leurs éléments, un travail très important de la part de la FEF. Et je voudrais remercier tout particulièrement, non seulement Nielsen, mais à la FCD Isabelle Senant, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier avec les équipes de la FEF, parce que c'est vraiment un énorme travail. Et puis, dernier point que je voudrais dire, c'est que c'est pour nous franchir une nouvelle étape dans nos relations avec la FEF. C'est franchir une nouvelle étape parce que nous avons signé des accords, beaucoup d'accords. Nous avons ensuite décliné ces accords au niveau de chacune des enseignes. Et c'est un travail important qui a été fait. Et maintenant, nous nous dotons d'un indicateur qui est finalement le juge de paix pour savoir, dans les années qui viennent, si ce que nous faisons est efficace ou n'est pas efficace. Là, aujourd'hui, on va avoir une photo qui est déjà en tant que telle extrêmement intéressante. Mais cette photo, on a bien l'intention de la transformer en film et de regarder tous les 2 ans ce qui se passe, comment les choses évoluent. Il y a des moments, naturellement, ça ne dépendra pas que de notre action. Ça peut dépendre aussi d'autres éléments, de la conjoncture et autres. Mais ça permettra quand même de savoir, sur l'ensemble de ces données, comment ça évolue, là où on a des points faibles, là où on a des points forts, et ça va nous permettre, on y reviendra tout à l'heure, de voir comment on va plus loin ensemble. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux, la transparence, une analyse vraiment complète,
Et puis enfin, la création d'un éducateur, pour moi, c'est vraiment un élément majeur de progrès dans l'ensemble des travaux que nous menons ensemble depuis quelques années. Dominique ? Merci. Alors ça, on m'a dit que ça fonctionnait comme ça. Voilà. Alors, moi, je vais essayer d'avoir un angle un peu différent par rapport à toi. C'est vrai que ce qui est important entre nous, c'est la transparence, la volonté d'avoir des indicateurs pour conduire notre action, des jalons pour pas s'écarter du chemin. Mais je dirais aussi la bienveillance réciproque qui nous permet de s'écouter et d'avancer de façon, je dirais, entrepreneuriale. Ce qui est un terme extrêmement important pour nous. C'est-à-dire que ça nous permet de prendre certains risques. Et je dois dire qu'il y a 5 ans, on a fait ensemble, Jacques, un pari audacieux, un peu fou, et certains ont dit incestueux, parce que c'était effectivement un pari qui bousculait nos autres amis qui sont de l'establishment, qui sont dans une culture dominante extrêmement conventionnelle, et une culture conventionnelle est fondée sur le conflit, comme si c'était la seule solution à tous les problèmes. Et là, on a pris ce risque et on a eu raison. On va le voir par les résultats. Il y a des résultats qui sont extrêmement positifs. Il y en a d'autres, bien entendu, où on n'est qu'à mi-chemin. Mais par contre, on a des indications sur ce qu'il faut faire pour que les choses progressent dans ce sens-là. Donc ça, c'est un point extrêmement important que je voulais rappeler. Et donc, notre pari qu'on a fait, il était donc, vous le comprenez, contre-culturel. Il était underground, comme on dit. Hein, c'était quelque chose de complètement en rupture avec ce qui se produisait, avec la culture dominante, qui, je le rappelle, est très formatée. Très formatée, et tellement formatée qu'elle conduit progressivement à la pensée unique. Et je dirais que la plus belle des illustrations, c'est la LME et toutes les lois qu'on suivit. J'aime bien reprendre la phrase de Serge Papin, qui est quand même dans le cas de la FCD. Hein. Serge Papin qui dit que c'est la loi du plus fort. Cette loi a été faite pour les grands groupes, elle n'est pas adaptée pour les PME, très clairement. Et d'ailleurs, tout de suite après cette guerre, cette LME, les marques PME ont perdu, je crois, vous me corrigerez, 3 points de part de marché. On a été déstabilisés, ça a attisé une guerre de prix, et pour laquelle on n'était pas fait, cette loi n'était pas faite pour nous. Et ça, c'est un constat. Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve des solutions, et les solutions face à la guerre des prix, c'est de créer de la valeur. Il faut trouver des idées pour qu'on puisse le faire. Donc ça, c'était ce qui caractérise cette culture dominante, moi, ce qui me frappe, et c'est très franco-français, c'est que c'est la culture du conflit et du déséquilibre. Or, on ne peut faire des affaires que quand on n'est pas dans le conflit. Et comme je le dis quelquefois, le seul commerce qui se développe quand il y a du conflit, c'est le commerce noir. On ne dit pas le commerce noir, le marché noir. Le marché noir, et donc c'est pas... c'est mieux quand même. Oui, c'est le marché noir. Oui, c'est vrai. Donc, c'était contre ça qu'il fallait faire quelque chose. Alors, cette culture dominante, je tiens à le dire, parce que c'était contre ça qu'on voulait lutter, elle provoque la guerre des prix. On voit bien que depuis plusieurs années, il y a une baisse des prix, qui profite d'ailleurs aux consommateurs, qui aussi, quand on est dans la guerre des prix, c'est la guerre des muscles. Hein, c'est les concentrations, hein, du côté industriel, c'est les alliances à l'achat, etc. Plus on a des muscles qui sont gros, plus on se croit intelligent. La construction, ça a la conséquence, c'est la destruction de valeur. Ça prouve qu'il n'y a pas que les muscles pour créer de la valeur. Et donc ça a été le toujours plus gros. Et je dirais que, moi je crois que c'est une culture qui est un peu dépassée. C'est le culte de la taille critique, comme si c'était la solution à tout. Et on s'aperçoit que cette culte de la taille critique a une conséquence extrêmement grave, c'est que ça a tendance à tuer tout ce qui est émergent. Donc l'innovation, les start-up, tout ce qui émerge. Donc moi j'assimile cette culture dominante au Roundup, hein, qui écrase tout, hein, ou comme les Huns, hein, quand ils mettaient le pied quelque part, ça écrasait tout. Cette culture dominante est destructrice. Et d'ailleurs on voit bien, même sur le plan politique, les gens sur le terrain commencent à rejeter ce système par les effets qu'il produit. Alors soit parce qu'on n'a pas été suffisamment pédagogue, soit parce qu'on n'a pas su les prévenir. Donc il y a vraiment cette culture nous pose problème. Et nous, face à ça, on a dit soit les PME continuent à disparaître, soit on trouve des solutions. Hein. Et les effets, je le répète, ils sont très... Alors, avec un État qui veut intervenir partout et qui laisse faire, à gauche comme à droite. Dès lors que
cette guerre des prix, c'est très bien. Cette guerre pieuse, elle est très bien puisqu'elle profite aux consommateurs, hein, puisqu'elle améliorerait son pouvoir d'achat. Alors, ceci dit, c'est vrai à court terme. Mais à terme, on sait très bien que ces concentrations, ça limite de plus en plus la concurrence et que ça va à l'encontre même de l'économie de marché qui est la base de notre système. Donc, progressivement, on va à l'auto-empoisonnement. C'est donc très grave. Donc, notre but, c'était de dire, mais les PME, les entrepreneurs PME, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, alors c'est important parce que cette guerre des prix, pour nous, était catastrophique. Elle a eu pour effet, on le voit bien, dans nos marges, il y a un écart de 1 à 10 entre les grands groupes et nous, en termes de résultats nets par rapport au chiffre d'affaires. C'est un indicateur. Ça veut dire qu'on n'a plus les moyens d'investir dans l'appareil de production, dans l'avenir, dans l'innovation. Et progressivement, si on continue, ça conduit à l'économie de rente qui peut effectivement, après avoir écrasé les prix, faire avoir une remontée de prix. Donc, et au total, cette culture dominante qui nous choquait, c'est que ça va à l'encontre, j'ai dit, de l'émergence de modèles nouveaux, de l'innovation, ça va à l'encontre de la diversité, hein. Ça va à l'encontre d'une vraie concurrence qui est émulatrice, hein, pour pouvoir, la vraie concurrence, la saine concurrence, et donc qui permet l'émergence de nouveaux modèles. Et on s'aperçoit qu'en France, on est en retard. Si on décroche, moi je pense que c'est en partie pour ça, c'est parce qu'il n'y a plus de concurrence émulatrice en France, et donc c'est contre ça. Alors on a fait ce pari audacieux, j'ai dit assez steux, parce que ça a choqué certains. Ben oui, on peut collaborer avec nos clients ne sont pas nos ennemis. Sans nos clients, eh bien, on meurt. Ils nous font vivre, et quand notre premier réducteur de risque, c'est le client. Donc, il faut trouver un accord avec lui, il faut essayer de trouver des solutions. Et donc, même si ce n'est pas toujours facile, on a l'impression d'être en conflit, mais il y a un moment où il vaut mieux se mettre autour de la table. C'était ça, fondamentalement, culturellement, la voie qui nous a animés. Et ça a été extrêmement intéressant. Je vais vous en donner quelques effets tout de suite. Donc, on s'est dit, il y a une alternative pour faire du commerce autrement et créer de la valeur. Hein, on voit l'effet de ce système dominant qui en détruit. Et on l'a fait en marge de la loi. On a dit, ce n'est pas les députés ou les fonctionnaires qui n'ont jamais vendu une bouteille de vin, une boîte de conserve ou n'importe quoi, qui vont nous trouver des solutions à nos problèmes. On s'est dit, c'est par la voie contractuelle. C'est les gens du terrain qui font le commerce et qui font la prospérité, qui peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Donc d'abord, on l'a fait par la voie contractuelle. On a signé 4 accords, Jacques. 4 accords cadres pour un peu fixer les règles du jeu. Et derrière ça, on s'est dit, mais on ne peut pas tout régler. La politique de Carrefour, Casino, Provera, Auchan n'est pas la même en matière de PME, chacun a sa personnalité. Donc on a fait derrière 12 accords, avec les indépendants d'ailleurs en plus, 12 accords d'enseigne pour nous adapter au relief du terrain. Hein. Donc ça a été la première chose. Et en fait, les 2 outils qui nous ont servi à faire ça, qui sont vraiment les 2 thèmes, c'est la différenciation, c'est-à-dire le discernement. On ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. Comme à la boxe, je répète toujours cet exemple, parce que je trouve que c'est bon. On ne fait pas boxer un poids lourd avec un poids plume, sinon on sait qu'est-ce qu'il va gagner. C'est l'obsession des box d'une manière générale. C'est le boxe, E avec un E, mais c'est pareil. Et ça veut dire qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. De la même manière qu'en marketing, on ne va pas de la même manière, par la même démarche, à un acheteur de Rolls-Royce que l'on vend à un acheteur de petites voitures. Donc, il faut être intelligent. Il ne faut pas raisonner de façon globale et moyenne. C'est comme l'égalitarisme à la française. L'alignement se fait toujours par l'alignement sur le bas. Hein, c'est donc mauvais. Il faut donc s'adapter. Donc, ce premier terme, c'est la différenciation, le discernement, pour adapter les politiques et les moyens qu'on met en œuvre en fonction des réalités. Donc ça, c'était, je dirais, presque un principe de réalité. Et il faut savoir que ça amène des incidences constitutionnelles importantes. La liberté dont on parle beaucoup, la liberté formelle, hein, ou l'égalité formelle. En réalité, dans les faits, quand vous mettez les gens, un poids lourd, un poids plume, face à face, avec une règle d'égalité, vous savez qu'est-ce qui va gagner. Donc, si vous voulez que l'égalité réelle se fasse, ça suppose que le principe d'égalité formelle soit assorti du principe de différenciation, qui est l'instrument qui permet de passer de l'égalité formelle à l'égalité réelle. Alors ça, je suis prêt à ce qu'on aille beaucoup plus loin, si on veut, mais c'est vraiment fondamental qu'on arrête en France de se faire des discours sur l'égalité qui ne sont que du vent, dès lors que dans la réalité, ils ne se réalisent pas. Donc il faut se donner les moyens. Donc premier principe, c'est la différenciation pour traiter en fonction du relief.
Sinon, effectivement, il n'y a plus de diversité. Et c'est ça la pensée unique de la culture dominante. Deuxième chose, la collaboration. La collaboration dans le dialogue, c'est-à-dire qu'on s'écoute avant de répondre, on ne vient pas avec des certitudes, on s'écoute et on essaie ensemble de trouver des solutions. Et moi, je dis toujours, 1 plus 1, ça fait 3 quand on s'écoute. Et quand on ne s'écoute pas et qu'on guerroie, 1 plus 1, ça fait 1,5. Et le 1 plus 1 qui fait 3, la création de valeur, c'est le plus 1. Donc c'est une façon de travailler qui n'est pas dans la culture française, qui est par nature conflictuelle. Donc ça, c'était une vraie révolution, une vraie rupture qu'on a tentée. Beaucoup ont ri il y a 5 ans et il y a eu des résultats. Et alors, avant de parler de ces résultats, nous, on a quelque chose qui nous sert dans notre réflexion à la FEF. C'est important de bien voir, en gros, la part des marques dans l'ensemble du marché en chiffre d'affaires. Les marques PME ou grands groupes, c'est 73%, les MDD, c'est 27%. C'est notre interprétation politique, c'est les mêmes chiffres que vous, ils viennent de vous. Mais c'est important de situer. Puis en face, vous avez le bloc des PME, ce sont nos adhérents, TPE, PME et ETI, et les grands groupes. En gros, nous, ce qui nous intéresse, là, les grands groupes, ça ne nous intéresse pas. En termes de chiffre d'affaires, les grands groupes représentent 58% quand même, et nous, 42% seulement. Donc on n'est pas en position dominante. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment se répartissent ces 42% entre les marques et les MDD. Nous avons 22% en marque PME et 20% en MDD, pour faire les 42%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que PME, nous sommes autant en marque PME, c'est-à-dire qu'on exprime notre nom, que comme fournisseur de MDD. Donc notre enjeu. Donc pour vous dire en un mot, donc 42% du chiffre d'affaires, mais 90% des fournisseurs. Et en gros, ça progresse, c'est là notre succès de ce qu'on a fait. Et en MDD, il y a encore du chemin à faire parce qu'on n'a pas été aussi vite, mais on a... pas tous les résultats, il faut quand même... Non, c'est pas les résultats. C'est dedans. Ah peut-être, non, mais pas ce que je vais dire là. Pas ce que je vais dire là. Donc c'est vraiment, là on voit bien ce combat de David et Goliath. Pour nous, c'est important de le préciser parce que c'est pour ça que ça juste... Bon. Alors, on a des résultats positifs, je sens les dire. Là, en marque PME, ce n'est pas dans l'étude d'aujourd'hui. En marque PME, on a progressé de façon très nette. Et on a été... c'est dans l'étude aussi, tout ça. Non, c'est l'observatoire pour les MDD qu'on voit aujourd'hui. Non. Mais là, on a réussi... Les deux. Ah bon, par ailleurs, on le suit avec Nielsen, indépendamment de l'observatoire. Et donc, là, on voit que finalement, la croissance des PME est saine parce qu'elle est tirée par la demande consommateur. Nos prix sont élevés, ils ne sont pas dans la promotion, et pourtant le consommateur va les chercher en fond de rayon. Ça, c'est extrêmement important. Alors que d'un côté, les grandes marques font de la politique qu'on appelle push, avec de la promo et du prix, et au total, ça ne crée pas de croissance, ça fait que du déplacement de trafic. On déplace le vent, mais au total, pas de croissance volume. Par contre, en marque PME, c'est en fond de rayon, c'est pas pushing, c'est le consommateur qui demande en fond de rayon les produits qui sont vendus plus cher parce qu'ils correspondent aux nouvelles attentes de consommateurs. Donc c'est en cela que la croissance est saine. Et là, pour nous, c'est le premier enseignement extrêmement positif de notre collaboration. On a cru que c'était ça. Et à partir de 2012, on a commencé à mettre en application ce que ça. Et on s'est aperçu que c'est à partir de ce moment-là qu'on reprend de la part de marché. Alors par contre, sur les MDD, effectivement, on s'aperçoit qu'on est en retard. On est en retard sur les résultats parce que les MDD, bon, c'est elles qui ont pris un coup de la guerre des prix. Et comme fournisseur, on a subi les conséquences. C'est vrai que les grands groupes en ont plus profité que nous. Nous, on est un petit peu plus en situation déstabilisée dans tout ça. Tout simplement parce que les MDD ont une politique suiviste en matière de guerre des prix par rapport aux grandes marques. Et dès lors qu'elles ont une politique suiviste, elles perdent de la part de marché. Mais par contre, quand on regarde au sein des MDD, quand il y a création de valeur, comme on le fait en marque PME, on s'aperçoit qu'il y a de la croissance, il y a de la création de valeur. Donc là, il y a un enjeu pour les années qui viennent, et c'est notre enjeu. Par la réussite des marques PME, je pense qu'on peut faire la réussite des marques des MDD par le même type de démarche collaborative et différenciée. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Ça me paraît important sur le plan politique, parce que c'est toute la politique qu'on va développer et la collaboration qu'on va développer ensemble. Vincent Cornu. Merci. Pour les résultats. On va pouvoir y aller plus rapidement. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Je voulais vous dire la fierté d'abord du groupe Nielsen d'avoir participé à ce baromètre avec la FCD et avec la FEF.
Je voulais remercier aussi quelqu'un, vous avez remercié Isabelle, que je remercie aussi, et surtout les enseignes qui ont joué le jeu, qui ont participé et qui nous ont envoyé énormément d'informations, qui ont nourri toute cette étude, dont vous avez déjà eu quelques résultats, mais qu'on va revoir et qu'on va rebalayer maintenant. Donc, d'abord, 4 diapositives. Je suis désolé, je suis obligé. On va vous passer la méthodologie de l'étude et de quoi on va parler dans cette étude. On va le lire, je ne vais pas tout vous faire. On va beaucoup parler des groupes. C'est les grandes entreprises de plus de 250 millions. Ce chiffre de 250 millions est important parce que c'est ce qui nous permet de segmenter tout ce qui se trouve dans les PME, ETI, TPE. C'est moins de 250 millions de chiffre d'affaires sur des marques propres. D'accord ? Donc il y a dans ces groupes-là des groupes qui font plus de 250 millions de ce qu'ils vendent aussi, mais c'est sur les marques propres. D'accord ? Ça, c'est important. On a travaillé sur l'année 2015. Pourquoi on a travaillé sur l'année 2015 ? On est dans un monde où on veut toujours les résultats le lendemain. Alors oui, on a mis du temps, c'est la première année qu'on le montre. Il a fallu que les enseignes nous fassent confiance et elles ont fini par toutes le faire. Et encore une fois, je les remercie. On a mis un petit peu de temps et en même temps, c'est bien de travailler sur la durée, c'est bien de travailler sur la longueur. On n'est pas dans l'immédiateté, on regarde ce qui se passe. Et donc, du coup, on a énormément d'informations. Et donc, oui, d'habitude, on vous présente des résultats à J+4. Et aujourd'hui, on est plutôt à M+11. Mais des résultats qui vont être intéressants. Les circuits étudiés, c'est JMS, HM plus SM. Vous connaissez tous le nouveau nom, supermarché à dominante marque propre, l'ancien hard discount. Français ou étranger, lieu d'implantation du siège social de la maison mère. Vous lirez, il y a quelques petites subtilités dedans, mais je vais vous laisser le lire. Et les marques de distributeurs, tout produit dont le camp de barre commence par un CNUD et non un CNUF. Distributeur et pas un code fabricant, on vous les a rappelés en bas. Voilà. Et c'est là où on a eu beaucoup besoin des enseignes notamment. Les enseignes type et les magasins, donc grandes et moyennes surfaces, des supermarchés. Les enseignes étudiées, alors on a toute une partie où on a étudié toutes les enseignes, tout ça c'est dans les bases Nielsen, et puis on a toute une partie sur la MDD notamment, où on a eu besoin de l'input des distributeurs, et où là vous allez retrouver toutes les enseignes d'au-dessus, moins le marché, qui sont non adhérents à la FCD. D'accord ? Les produits, donc on distingue deux notions. La notion de produit, donc c'est l'existence d'un article, la notion de référence. Donc j'ai un produit qui est ici, et quand il est dans un magasin sur deux, il y a 0,5 références en moyenne sur le marché. Tous les rayons, en effet, aucun résultat par rayon aujourd'hui. En revanche, tous les rayons ont été étudiés un par un. Les résultats sont avec la FTD et la FEF et les enseignes qui décideront ce qu'ils veulent partager ou pas. Ce n'est pas moi qui déciderai, c'est eux. Je tiens à le dire pour éviter que mon téléphone sonne trop après. Alors, on va rentrer dedans. Les marques TPE, PME, une solution rentable et dynamique en période de faible croissance. Alors, vous connaissez tous ce détail de la croissance, donc hyper, super, plus SDMP, 0,5%, 0,8% si je rajoute le drive, et 1% si je rajoute la proximité, le circuit de proximité. Donc, si je regarde les circuits, un tiers à peu près, entre la proximité, le drive et l'hypermarché. On vous l'a déjà montré. C'est une manière de décomposer cette croissance. Je peux décomposer cette croissance d'une deuxième manière, l'évolution volume et l'évolution prix. D'accord ? Donc, le nombre de produits achetés est en décroissance. Les volumes sont en décroissance en ce moment, à septembre 2016. Par contre, j'ai une évolution positive parce que j'ai le volume par UC, d'accord ? Donc, c'est les formats. Donc, les formats sont plus gros, donc j'achète plus de quantité, mais j'achète moins d'articles. D'accord ? Sur les prix, en effet, la déflation, on en a parlé juste avant, donc moins 1,3, la variation des prix sur l'étiquette. Ce qui est important sur cette variation, dans toutes les études que l'on fait chez Nielsen, ce sont les prix des produits qui étaient déjà là l'année précédente. D'accord ? Donc j'étudie les prix des produits qui sont dans le rayon tout le temps. Mais j'ai aussi une valorisation par un effet de mix positif, qui est dû à la premiumisation, à un arbitrage à l'intérieur de la MDD, on va en parler un petit peu plus tard, quand je prends de la MDD plus bio ou plus premium, ça coûte plus cher que d'acheter de la MDD dite de base, et donc j'ai un effet positif, ou quand je passe de la MDD à la marque, souvent j'ai quand même aussi un effet positif. D'accord ? Et donc à la fin, cet effet prix, c'est plus 0,9, plus 0,9, plus 0,1, je retrouve bien mon 1% d'évolution valeur du marché en France. D'accord ?
Celui-ci, on en a parlé, moins 1,3 en moyenne entre septembre 2015 et septembre 2016, qui vient sur des années où j'avais déjà pas mal de déflation, et donc qu'on retrouve ici, encore une fois, sur les produits qui sont dans le rayon et qui restent dans le rayon d'une année sur l'autre. D'accord ? Je ne compte pas les produits qui rentrent, ça c'est le plus 2,2 qu'on a vu à côté. Alors, ce qui est important dans le sujet d'aujourd'hui, TPE, ETI, PME expliquent 66% de la croissance des GMS en 2015. D'accord ? Si je reprends une vision historique, 2014, c'était 60%. Si je me remets dans l'immédiateté, parce que je sais que vous aimez bien avoir les chiffres les plus récents, si je suis sur P10 2016, pardon, là je suis vraiment en avance du coup, P10 2016, je suis à 84%. Donc les ETI, les PME et les TPE expliquent 84% de la croissance sur la dernière période, sur les dernières périodes. D'accord ? Et 10%, oui. Alors, les MDD et les marques de PME, moteurs du développement de l'offre en magasin. Les distributeurs ont joué le soutien sur les TPE et les PME notamment. On voit des indices de référence vendantes en HMSM. Donc ce n'est pas le total disponible, c'est les références qui ont été mises dans les magasins par les enseignes. Et donc on voit bien que oui, on a poussé la MDD, mais on a beaucoup poussé les PME aussi. Donc c'est des indices d'évolution. Si j'avais 100 références en 2007 en magasin, aujourd'hui j'ai 138 références pour les PME. J'en ai un peu moins sur les TPE. On voit qu'on est passé par une phase dont on a parlé juste avant, en 2012, et que maintenant je repars à la hausse. Je suis sur les grands groupes à un indice à 113 et 138 sur la MDD. D'accord ? En revanche, si je prends le total des produits disponibles, l'offre totale, elle est assez stable. Il faut penser à l'évolution démographique en France. C'est la même chose. J'ai des gens qui naissent, des gens qui meurent. Ben là, c'est pareil. J'ai des innovations, donc j'ai des nouveaux produits qui rentrent dans le catalogue, et puis j'ai des anciens produits qui sortent du catalogue. Donc cette offre-là totale, elle ne change pas beaucoup. D'accord ? En revanche, le nombre de fournisseurs a énormément augmenté. J'ai énormément de petites entreprises, TPE, PME, ETI, que je n'avais pas en 2008. Donc c'est la dernière fois qu'on avait tourné un baromètre. Ce n'est pas exactement la même méthodologie en 2008, mais on n'avait pas du tout ce nombre d'entreprises sur les TPE, les PME, les ETI. D'accord ? Le nombre de produits par fournisseur, il a plutôt tendance à baisser du coup. J'ai des plus petites entreprises, donc ils ne proposent pas un catalogue de produits énorme. C'est pour ça que le nombre de produits par fournisseur a plutôt tendance à baisser. Mais à la fin, c'est toujours plus de différenciation possible via l'assortiment pour les enseignes. D'accord ? Et ce vivier de différenciation, on le voit bien là. Alors, je n'ai pas 90, j'ai 84 sur le nombre de fabricants en TPE, PME. Si je rajoute les ETI, je vais être autour de 85%. Je vais être autour de 85%. On part en nombre de fabricants, d'accord ? Donc 84% des fournisseurs, 50% des produits au catalogue. Pardon ? En marque, oui. En marque, je suis sur les marques. Hors MDD. Hors MDD sur celui-ci, c'est vrai. 58 avec les ETI. C'est vrai. 58 avec les ETI, exactement. Donc je suis à 50% sur TPE, PME, je suis à 58 sur les ETI. Le nombre de références moyen en magasin, donc quand je regarde l'offre en magasin, les groupes, c'est à peu près 50%, 49% de l'offre. Et donc j'ai 51% de l'autre côté. Et puis quand je regarde en part de CA moyen, je suis à 51% sur les grands groupes. Et donc je vais être à 49% de l'autre côté. Là, on a des chiffres qui se retrouvent un petit peu. D'accord ? Avec la MDD, bien sûr. 70 à 75% des références TPE, ETI, PME françaises présentes en magasin sont des produits milieu ou haut de gamme. Quand on parlait de valorisation, on va retrouver ici, comment on lit ça ? Pardon, excusez-moi. Les TPE françaises, d'accord, c'est 2,2% des références en GMS en moyenne. D'accord ? Dans ces TPE françaises, j'ai des produits haut de gamme, des produits milieu de gamme, des produits entrée de gamme. Vous lirez dans la méthodologie, la manière dont on fait ça, c'est par un indice prix et on les classifie par indice prix. Donc ça ne nous a pas été envoyé par les enseignes, c'est nous qui avons classifié ça sur la base de niveau de prix. D'accord ? Et donc si j'ajoute le milieu de gamme et le haut de gamme, je suis ici à 74%, je suis ici un petit peu moins sur les ETI,
d'accord, mais qui représentent 9,3% par contre des références en moyenne en GMS. Et puis les PME françaises, donc on est toujours sur les françaises à chaque fois, hein, les PME françaises, nombre de références 8,5%, et puis je suis encore une fois autour d'un 68-69%. D'accord ? Et les PME pourraient gagner encore en magasin avec un petit peu plus d'exposition linéaire compte tenu de leur performance. Ils ont une part d'offres, notamment sur les PME, autour de 11%, une part de linéaire qui est plus autour de 8% aujourd'hui, avec des grandes disparités à travers les enseignes, dont je ne discuterai pas avec vous, mais que vous pourrez discuter avec les enseignes. Et donc voilà, donc elles pourraient supporter encore un petit peu plus d'exposition linéaire. Dans les nouveaux moteurs et dans la contribution de la croissance, donc on a vu d'abord les circuits, ensuite on a vu les intervenants. Là, on va voir produits bio versus les produits à marque de PME. Alors là, vous allez me dire, Vincent, ça ne fait pas 100% pour quelqu'un qui fait des fifs, c'est pas terrible. Eh bien, parce qu'il y a des PME qui sont bien sûr dans le bio aussi, et donc c'est pour ça que j'ai un total qui ne fait pas 100%, c'est pas exclusif. Par contre, sur les produits bio, encore une fois, on va trouver les TPE, les ETI et les PME qui représentent 57% de l'offre bio aujourd'hui et 47% du chiffre d'affaires. D'accord ? Il y a un segment qui a été pris par les petites entreprises. Et quand on met en comparaison le total PGC-FLS, je suppose que ça parle à tout le monde, mais juste au cas où, produits de grande consommation, frais libre-service, bien sûr, en magasin. Quand on parle du total bio et non bio, on est sur 48% de part en nombre de références moyens pour les grands groupes. Quand on regarde au niveau du bio, on est seulement à 11,5%. Si je prends les ETI à l'inverse, je suis à 11,7% sur le total du PGC-FLS et je suis à 35,2% sur le bio. D'accord ? Donc c'est un segment qui est en train d'être pris par les petites entreprises aujourd'hui et par la MDD qui est à 31,2% en nombre de refs moyens en magasin. Et puis quand je regarde de l'autre côté le chiffre d'affaires, le bio versus le chiffre d'affaires du total, eh bien, encore une fois, on retrouve les groupes autour de 51%, comme on a vu tout à l'heure. En revanche, sur le bio, à 15,6% uniquement, quand les ETI sont à 27,2%, par exemple. La stagnation des MDD standards. Alors, j'ai un graphe très compliqué. On va regarder cette part de marché des MDD, donc qui est montée autour des années 2012, autour de 30%, qui est aujourd'hui autour de 27%. Le soutien promo des distributeurs est toujours là. Vous voyez que le soutien promo, c'est la barre orange. Est-ce que j'investis toujours en promo sur ma MDD ? Oui, je continue à investir. Et puis, est-ce que je continue à en mettre toujours plus en rayon ? Oui, j'en mets toujours plus en rayon. Et vous voyez la valorisation en prix aussi. Alors, ce qu'il faut peut-être regarder, c'est que le nombre de références ici, il continue à évoluer très positivement. Mais si je le mets en regard de l'évolution du nombre de références totales en magasin, d'accord ? J'ai une évolution qui est plus rapide, donc qui est moins rapide sur les MDD qu'elle n'est sur le total de l'assortiment. D'accord ? Donc cet MDD standard, aujourd'hui, est assez bataillé. Alors là, on va faire un petit rapprochement avec ce qui se passe sur les prix. Forcément, quand j'ai une MDD et une marque nationale qui sont très proches en prix, le consommateur a tendance à passer sur la marque et pas à rester sur la MDD. Et donc, un des moyens de croissance de la MDD, on va le revoir après, ça va être notamment le bio et le premium, où il reste de la place. Dans ces MDD, si je regarde les ventes valeurs réalisées par les MDD, à peu près 75% de ces ventes valeurs sont produites par le bloc TPE, ETI, PME, dont 60% sont des TPE, ETI, PME françaises. En 2008, quand on a fait l'étude la dernière fois, elle avait été publiée un petit peu plus tard, on était autour de 84% des ventes. Donc on retrouve bien une petite baisse ici. Mais le scope de l'étude était différent. On n'avait pas eu tous les fichiers des distributeurs qu'on a eu aujourd'hui. Donc oui, le chiffre est inférieur aujourd'hui, mais le scope de l'étude était un peu différent. 60% sont françaises, donc là vous avez le détail à chaque fois. Donc 27% des TPE, dont 21,4% sont des TPE françaises. 37,5 dont 29,9 sont des PME françaises et 10,4 sur les ETI, dont 9,4 sont des ETI françaises, donc qui représentent le chiffre d'affaires total des MDD en France. D'accord ? Et puis, donc, on l'a regardé en chiffre d'affaires. Si on le regarde en nombre des références, donc d'où viennent les références MDD, qui les a produites, eh bien, on voit que c'est principalement des TPE, des PME, des ETI.
Et puis principalement des françaises, parce que près de 75% sont fabriquées par des entreprises françaises. Et les TPE ETI françaises fournissent 58% des références en rayon, avec le reste qui vient des grands groupes sur 15,6%. C'est clair? La MDD Premium, donc là on va retrouver un savoir-faire français. Encore une fois, on va avoir l'univers MDD Premium. Donc les TPE, ETI, PME françaises présentent en moyenne 67% du CA de la MDD Premium contre seulement 60% du CA de la MDD Standard. D'accord? Encore une fois, on est sur une idée de valorisation, c'est-à-dire que si je regarde le total des MDD, donc le CA, 100% du CA, et je décompose TPE française, TPE étrangère, PME française, PME étrangère, qui me font ce total. Et donc je trouve 18% sur les TPE françaises, 41% sur les PME françaises et 8% sur les ETI françaises. D'accord? Dans le total du CA MDD Premium, et je retrouve les 21, 29 et 10 sur la MDD Standard. Avec une MDD, pourquoi on en parle aussi, une MDD premier prix et la MDD standard qui souffrent beaucoup, comme on vient de le dire. En revanche, une MDD premium et la MDD bio, qui dans le slide d'avant est inclus dans le premium, qui est en forte croissance et donc soutenue par les TPE, les ETI, les PME françaises, notamment. Un atout majeur pour l'avenir. Je pense qu'on est tous d'accord. Il reste encore de la place. Il y a des leviers de référencement, notamment dans les nouveaux circuits Proxy et Drive. On voit clairement que la part des TPE, PME et ETI est encore assez faible en Drive, notamment versus ce qu'elle est en hypermarché, 9% versus 25%. Donc on a des potentiels. Et puis, les TPE et les PME ont des atouts différents pour les enseignes. C'est-à-dire que je vais pouvoir jouer une empreinte locale ou régionale. Alors, ça ne va pas être une très grande surprise. La manière dont on classe chez Nielsen, on a 9 grandes régions. Sur ces 9 grandes régions, on a classé les TPE et les PME pour regarder dans combien de régions elles sont présentes. D'accord ? Ce n'est pas une grande surprise. Les TPE sont des petites entreprises, beaucoup plus petites, elles sont présentes dans moins de régions et 31% des TPE sont présentes uniquement dans une région. Donc je vais pouvoir jouer sur de la différenciation d'assortiment local, régional, voire local. Les PME ont plus de capacité à couvrir l'assortiment national, donc à fournir aussi de la MDD à un niveau national, avec des rayons de prédilection, plutôt le DPH ou plutôt le liquide, notamment le liquide plutôt sur les TPE et le DPH plutôt sur les PME. Les catégories qui ont besoin de plus d'offres premium pour la MDD et dans lesquelles les PME, encore une fois, ont des rôles à jouer. La MDD premium est plus additive que la MDD standard pour notamment les fromages à pâte molle, les conserves de poisson, les saucissons secs, les jambons et les boissons gazeuses. Et la MDD bio qui a un vrai rôle à jouer pour la MDD et encore une fois avec des entreprises PME françaises derrière sur notamment 3 catégories qui vont être les céréales, les jambons cuits ou le lait UHT. L'idée derrière tout ça, c'est de retrouver de la croissance, c'est de retrouver du dynamisme et c'est de retrouver des emplois en France, on va le voir après, mais aussi pour les distributeurs, d'accroître la taille de consommateurs et de toucher des consommateurs différents. On sait que les gros acheteurs de marques leaders, c'est des familles de 3-4 personnes qui ont plutôt moins de 50 ans. On sait que les gros acheteurs de marques challenger, c'est des couples de plus de 50 ans. Les gros acheteurs de MDD, c'est des grandes familles, 4 personnes et plus de moins de 50 ans. Et les gros acheteurs de PME, TPE, c'est plutôt les monofoyers, plutôt les couples, et puis plus de 50 ans et plus de 65 ans. Et donc, par cette différenciation et par cette offre en magasin, je vais pouvoir toucher différents consommateurs en jouant sur l'offre... Pardon ? Vous vouliez, non ? Pardon. Je vais pouvoir toucher des consommateurs différents aussi et faire revenir peut-être des consommateurs un peu différents dans les enseignes et dans les magasins. Et donc, pour conclure, les TPE, les ETI, les PME sont des acteurs incontournables pour les enseignes, mais aussi pour les consommateurs et pour l'économie française.
y compris au sein du mix MDD des enseignes. C'est important. C'est une grosse part de la MDD, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Comment créer de la valeur? Le premium, la croissance tirée par le premium, elle est plus saine. On va aller chercher un peu plus de croissance. Les TPE, les PME sont bien présentes sur le premium et sur le bio. La MDD, complémentarité PME sur les niches, TPE plus sur du local pour renforcer principalement sur le liquide et sur le DPH. Sur le bio, dans une logique de chiffre d'affaires, les magasins ont un intérêt à pousser les PME et les TPE et à leur affecter plus de visibilité linéaire probablement, parce qu'il y a encore de la croissance à aller chercher en affectant un petit peu plus de linéaire ici. Et puis sur les INO, on parlait des INO tout à l'heure, oui c'est difficile, mais aujourd'hui les TPE et les PME innovent, elles permettent de générer du trafic, d'attirer des consommateurs différents, friands de marques locales et de différenciation. Quelqu'un veut rentrer? Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, non, c'est bon. Peut-être, Émilie, quelques mots simplement. D'abord, merci Vincent pour cette présentation extrêmement claire. On va répondre à vos questions rapidement. Moi, j'ai juste quelques mots rapides de commentaires avant de repasser la parole à Dominique. Rassurez-vous, je ne vais pas rattraper mon temps de parole, mon retard de temps de parole par rapport à Dominique. Non, on n'est pas à la télé. Simplement vous dire que j'ai 3 enseignements majeurs de tous ces chiffres. Le premier, pour reprendre ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est qu'on a globalement des résultats qui sont quand même très positifs sur les PME. Tu disais tout à l'heure 42%, c'est moins que les grands groupes. Ceci étant, si on pose la question aujourd'hui, y compris à toute une série de responsables politiques, par exemple, de savoir ce que représente la part des PME, je pense que pas grand monde ne penserait que c'est aussi important que ça. Donc ces 42%, je reprends les chiffres que tu donnais tout à l'heure quand on additionne, mais en même temps, c'est en train de progresser de manière extrêmement forte. Quand on voit effectivement ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire 60% de la croissance en 2014, 66% en 2015, 84% depuis début 2016, il y a très clairement une accélération de ces chiffres. Et effectivement, il y a des résultats qui sont un peu moins positifs sur les MDD. Mais quand on regarde le total, il y a quand même une augmentation extrêmement favorable. C'est-à-dire que il y a un léger recul des MDD qu'on a vu, qui d'ailleurs est moins fort en 2016 que ça a été le cas en 2015. Mais même quand on affecte donc ce recul de 75% de part de PME, on voit qu'au total, depuis le début 2016, je faisais le calcul, les PME représentent en croissance une masse 3 fois plus importante que les marques nationales. Donc les seules PME, MDD et marques de PME additionnées, ça représente aujourd'hui quelque chose qui va 3 fois plus vite que les marques nationales. Autrement dit, les 42% vont 3 fois plus vite que les 58%. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fondamental et qui explique bien le changement qu'il y a pour le moment. Donc ça, c'est le premier point. Il y a des résultats positifs. Il y a naturellement des éléments moins positifs, mais l'ensemble est quand même un changement profond. Et je trouve que par rapport au travail qu'on a pu faire, mais naturellement surtout au travail que font les enseignes, que font les industriels, je crois qu'on peut globalement dire que les choses vont clairement dans le bon sens. Deuxième chose, c'est ce travail, il permet de comprendre l'origine finalement de ces résultats positifs. Premier responsable, c'est le consommateur. On n'en parle pas beaucoup dans tout ça, mais le consommateur est naturellement central. Il y a une évolution des choix du consommateur qui est une évolution extrêmement importante. Aujourd'hui, on voit bien la premiumisation, c'est quand même une évolution assez fondamentale qui explique les évolutions en valeur. Et cette premiumisation, elle est effectivement sur des produits locaux, des produits PME, des produits bio. On pourrait continuer sur le sans gluten, qui est également quelque chose qui se développe de manière extrêmement importante. Et donc, ça, c'est la première cause. Puis la deuxième qui explique ces bons résultats, c'est qu'on a des PME, notamment françaises, qui sont particulièrement innovantes. Et elles ont su se mettre, ces PME, de manière tout à fait claire, sur ces nouveaux créneaux, et donc sur ce qui aujourd'hui est en développement.
Alors sans doute parce qu'elles sont plus agiles, mais aussi parce qu'elles sont plus innovantes. Et on le voit bien, on le voit à travers les marques de PME où effectivement, à chaque fois, sur le bio, sur le premium, elles ont une part de marché supérieure aux marques nationales, ce qui explique la croissance qu'on évoquait à l'instant. Et puis on le voit aussi sur les MDD premium, sur les MDD, puisque la part premium augmente. Hein. On est à 84%, je crois, de MDD premium en chiffre d'affaires, alors qu'on est à 75%, tout compris. Quand j'additionne, il y avait seulement les PME et ETI françaises, mais si je fais l'ensemble, c'est assez frappant de voir que là aussi, finalement, on a cette spécialisation, cette différenciation extrêmement forte qui se produit. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement positif, parce que c'est quelque chose qui pour l'avenir, effectivement, va favoriser les choses. J'ajoute au passage que, je l'évoquais à l'instant, que dans tout ça, en plus, les TPE, PME et ETI françaises sont particulièrement bien placées. Et donc, c'est aussi, du point de vue de la filière agroalimentaire dans son ensemble, quelque chose de très positif, parce que ça prouve à quel point on a une capacité à se régénérer dans tout ceci de manière très positive, comme je l'indiquais. Puis, troisième enseignement, pour terminer, c'est que on voit bien à travers tout ça, en même temps, tous les axes de progrès qu'on a développés ensemble, d'abord qui doivent être développés par les acteurs, c'est-à-dire par les enseignes, par les industriels, mais c'est aussi notre rôle en tant qu'organisation professionnelle de travailler comme on l'a fait sur tout ça. Il y a d'abord un sujet MDD, on le voit bien, il y a une profonde transformation des marques de distributeurs, hein, il y a moins de premier prix, ce qui explique une baisse un peu globale, et en même temps, il y a un développement des marques premium ou du bio, comme sur le reste des produits. Ça explique cette baisse, mais en même temps, ça montre bien, sur un certain nombre de produits, à quel point il y a une vraie capacité dans les actions que tu mènes avec les enseignes, qu'on peut mener ensemble, pour effectivement ouvrir ce chantier et le développer. La deuxième chose que ça montre, c'est que l'innovation, elle est rentable. Dans un des graphiques que vous n'avez pas, mais qui est dans l'étude complète, moi j'ai été très frappé de voir que pour 74% des catégories, c'est-à-dire les 3/4, quand on additionne, quand on met une référence PME supplémentaire, ça génère du chiffre d'affaires supplémentaire. Et donc, et quand on regarde, il y a 74% où ça génère du chiffre d'affaires supplémentaire, il y a 13% où c'est neutre, et il y a seulement 13% où c'est négatif. Donc la balance est extrêmement positive. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on remet des références PME supplémentaires, a priori, c'est quelque chose qui permet de faire de la valeur en plus. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, pour l'action qu'on a à mener ensemble, industriel-distributeur, un élément qui est tout à fait fondamental. Puis dernier point, comme axe de progrès, je trouve que ça montre qu'il faut qu'on aille encore plus loin. Il y a notamment un sujet qui est cher à Dominique, qui est à travers les entrepreneurs engagés, mais qui est tout le sujet de la RSE, tout le sujet d'essayer d'avoir une approche un peu plus globale sur les produits. On voit bien que on a des produits qui sont bons pour la santé, qui en même temps sont des produits de PME, des produits locaux. La RSE, par définition, et tout ce qui est autour, et ce qui est traduit dans l'initiative que tu as prise depuis quelque temps, c'est justement de faire en sorte que tous ces éléments se retrouvent dans un concept unique. Et je crois que c'est quelque chose qui caractérise les PME et qui doit caractériser de plus en plus l'offre PME, et que c'est un élément qui doit permettre de créer de la valeur pour le consommateur, pour les industriels, pour les distributeurs. Donc, moi, je suis ravi de ce travail. Je remercie à mon tour tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, notamment toutes les enseignes. Parce que je pense qu'à travers cet ensemble absolument considérable de données que nous avons, on a vraiment les éléments qui vont nous permettre d'aller plus loin. Et en même temps, puisqu'on a des résultats positifs, autant le dire, ça prouve qu'on a plutôt bien travaillé. Et ça prouve qu'en même temps, on a encore beaucoup de travail à faire ensemble sur les points qui sont des axes de progrès que je viens d'évoquer à l'instant.
Médicatoires. Oui, moi je vais reprendre très rapidement les chantiers qu'on a retenus. Hein. Je ne sais pas si c'est bon le truc. Ouais, je sais pas ce que j'ai touché. Là. J'ai tout éteint là. Ou alors je suis allé trop loin. Bon, il y a deux. Donc, vous avez vu que la marque PME a vraiment progressé. Ça, c'est un point, c'est un acquis. C'est lié à la collaboration différenciée qu'on a mis en place. Là où on est en retard, c'est en MDD. Et comme vous l'avez vu, je le rappelais là tout à l'heure. Attendez, je vais le mettre parce que je ne sais pas où c'est. Là, je recommence tout là. C'est trop bien préparé ton truc. Là. Eh oui, tu vois. Eh ben non. Ça marche pas. Bon, alors, bon, comme donc sur l'image de ce qu'on a réussi, c'est ça l'expérience. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui expérimente, il n'a jamais d'échec. C'est dans le cheminement qui va vers le succès, on passe par des points, plus ou moins réussis, et on s'inspire de l'expérience pour pouvoir aller plus loin. Eh bien, on s'appuie sur l'expérience réussie depuis 5 ans de la marque PME pour dire on peut faire la même chose en MDD, qui effectivement souffre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une véritable marque. Alors, elle doit, pour se différencier, il faut qu'elle soit une véritable marque, et à ce moment-là, la différenciation permettra de la valorisation. Donc, notre enjeu, puisque c'est 50% nos débuts de PME, maintenant, c'est la MDD. Hein, vous avez, rappelez-vous, les 42%, c'est 22% en marque PME et 20% en fournisseur de MDD. Donc, c'est là qu'on a un vrai travail. Et le premier projet, donc le premier chantier pour nous sur la MDD, il faut vraiment qu'on travaille de façon collaborative en tant que fournisseur, en allant beaucoup plus loin qu'on ne l'a fait, par une contractualisation qui s'inscrit dans la durée, la pluriannualité, pas la peine que ce soit des contrats d'ailleurs, c'est l'esprit contractuel qui est important, et que pour qu'on puisse discuter des segments sur lesquels qui sont porteurs, parce que nous, on est prêt à jouer le partenariat en tant que fournisseur. On est prêt à le faire dès lors qu'on a de l'écoute, et que quand on essaie de faire de la différenciation, il n'y a pas que le prix. Le consommateur aujourd'hui a des attentes de sens, de contenu, et qui sont intéressantes, auxquelles on est capable de répondre et de le faire en collaboration avec les MDD. On a commencé à le faire avec certaines enseignes, il faut le dire, et ça marche. Donc là, il y a vraiment une piste nouvelle, mais qui ne fait que commencer. Hein, le succès qu'on a eu avec les marques PME, on peut le transformer au profit des MDD dès lors qu'on est dans cet état d'esprit-là. Donc ça, c'est le premier chantier qui est important. C'est vraiment l'enjeu maintenant des 3-4 années qui vont venir maintenant. Le deuxième chantier qui est important, c'est le box. C'est là où on s'ébat. Là où on est en face à face. C'est là où on peut faire beaucoup de choses. Non seulement d'avoir du plaisir, mais en plus avoir de la reproduction et faire du business. Donc, dans ce lieu où on s'ébat... Et de l'inceste. Et dans ce lieu, qui est un lieu formidable, c'est là qu'on fait du commerce. Quand on dit que c'est de la relation humaine, le commerce, c'est là que ça doit se passer. Or, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et on a été dans l'ordre, on a fait des accords cadres. On a décliné au niveau des accords par enseigne et on est en phase de passer à ce qu'on appelle l'implémentation. C'est la mise en œuvre, en termes anglais, hein, mise en œuvre pratique. Et dans le box, tout l'enjeu, puisque c'est vraiment un changement culturel de passer de l'esprit de conflit à l'esprit de collaboratif, eh bien, c'est un problème de comportement. Or, les comportements, c'est des structures mentales, des structures d'habitude qui sont longues à changer. Et là, ça ne peut se faire dans la confiance. On ne change pas si on n'a pas la confiance. Au contraire, on se rigidifie quand il n'y a pas de confiance. Donc, il y a un vrai enjeu au niveau du compte. Et donc, il y a un problème de comportement pour qu'il y ait du discernement, de l'écoute réciproque pour faire du commerce et de l'adaptation au terrain. Deuxième point qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que le consommateur a besoin de sens et de contenu nouveau. C'est là-dessus qu'il y a de l'évolution. Le marché n'augmente plus. Par contre, il choisit. Alors, les articles de premier ordre, il y va au moins cher, hein, il joue malin, il fait des économies pour acheter des produits qui ont du sens pour lui. Alors, c'est des produits qui ont du sens pour consommer autrement. Alors, ça peut être la santé, ça peut être la bio. C'est des produits qui ont une valeur sociétale. Je ne rentre pas dans le détail. C'est la RSE. Et déjà avec les enseignes, on a commencé certains travaux. Carrefour, on a eu des ateliers extraordinaires au mois de juin, je crois. On a travaillé sur ces questions-là de façon pratique. Il y avait une 50aine d'entreprises qui étaient là. Et on a effectivement défini des pratiques qui deviennent exemplaires, qui vont devoir être examinées. L'idée, c'est d'introduire la RSE dans la négociation. Donc, c'est un vrai enjeu. De la même manière, on l'a fait avec Auchan. Au dernier salon en septembre, il y a eu un comité RSE qui a choisi des entreprises qui avaient les meilleures pratiques en matière de RSE.
Et vous avez dit, ben, nous, c'est ça, ces entreprises doivent être pilotes. Et il y a eu des référencements, il y a une dizaine de référencements immédiats avec des prospectus pour montrer l'exemple. C'est important, l'exemplarité, hein, pour montrer le changement qu'on veut produire. Hein, c'est mieux qu'un discours. Et puis nous, bien entendu, à côté de cette démarche RSE, eh ben, c'est ce que j'appelle le groupe pilote E+. E+, je rappelle, ce sont les échappés du peloton. Hein, par rapport à l'égalitarisme qui consiste à mettre tout le monde de façon égale, c'est que les meilleurs, on les rabaisse au niveau de la moyenne, et puis les moins bons, on les met, on leur fait croire comme l'enseignement. C'est pourquoi on a baissé le niveau des diplômes, mais c'est pas pour ça que l'enseignement s'est amélioré en France. Il suffit de regarder le classement PISA. C'est un peu la même chose. Bon, donc ça veut dire que chez nous, il y a des pilotes. Il y a ce que j'appelle l'étoile du berger. C'est entrepreneurs plus engagés. C'est un label marque. C'est ceux qui sont prêts, qui prennent des engagements vis-à-vis de leurs clients au bénéfice du consommateur. Ces gens-là, ils servent de référence, et comme les échappés du peloton, ça ralentit pas le peloton. Le peloton essaie de rattraper. Donc c'est donc une démarche d'excellence, une démarche de progrès, une démarche entrepreneuriale par nature. C'est pourquoi on l'appelait entrepreneur plus engagé. Donc aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin dans cette direction, et parce que par ce biais-là, on veut jouer la coopération dont souhaite la distribution. On sait qu'il y a une forte attente dans cette direction au niveau de la distribution. Donc on a un outil. Et d'ailleurs, à ce propos, toutes les grandes enseignes se sont engagées en disant bah, « c'est bien ce que vous faites, on va te soutenir ». Il y a déjà 4 prospectus de négocier alors regardez, chez Leclerc, chez Intermarché, Carrefour, pas encore, je crois, mais ça va venir, pareil Auchan. Et bien sûr Casino, puisque notre dernier accord vient d'être signé aujourd'hui avec Casino. Et donc là, moi je pense que c'est extrêmement important, ça montre notre démarche volontaire. On montre l'exemple. Nous sommes des entrepreneurs et on essaie collectivement de montrer qu'on va vers vous, parce que nos clients, on en a besoin pour vivre, pour nous développer. Hein, voilà. À votre disposition pour les... À vous pour les questions éventuelles. Après ces longs exposés. Oui. Dans l'analyse que vous faites du marché, on voit bien qu'il y a une partie des phénomènes est intrinsèquement liée à la hausse de l'offre présentée en magasin pour X raisons, les parcs, un effet de gamme, etc. Est-ce qu'on peut continuer à faire des projections avec une linéarité de cette tendance, c'est-à-dire en pensant que ça va continuer, ou au contraire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envisager le cas où un jour ou l'autre ça va saturer? Et est-ce qu'on n'y est pas bientôt? Qu'en pense Est-ce qu'il remettrait dans ces cas-là pas mal de choses? Venez avec nous. C'est une question intéressante entre la poule et l'œuf, qui est responsable. Quand on fait les courbes offre et vente, elles sont complètement corrélées. Alors, est-ce que c'est l'un qui tire l'autre, l'autre qui tire l'un? Est-ce que c'est un autre facteur à côté qu'on n'a pas? Mais en tout cas, oui, on remonte une courbe qu'on montre assez souvent depuis 1997. Et je pars à 100 sur offre et vente et je regarde comment l'offre s'étoffe en magasin. Et je vois que le chiffre d'affaires est complètement corrélé. Et à l'intérieur de ça, il y a des choses qui ont bougé. Il y a des choses qui sont passées à l'intérieur de ça. Et là, on est en train de vivre quelque chose qui se passe en ce moment là sur les dernières années, où en effet, les TPE, les ETI, les PME sont plus poussés en rayon par les distributeurs notamment, où l'offre s'étoffe un petit peu, où l'offre se différencie, où il y a peut-être un petit peu plus d'innovation en ce moment, et en effet un consommateur qui répond et qui cherche des produits plus valorisés. Et donc on continue à pousser. Est-ce qu'à un moment, on a ça c'était 2007 ou 2008, less is more, c'est Walmart, tout le monde a essayé de réduire l'assortiment, ça n'a pas eu des résultats très probants. Maintenant, les murs des magasins peuvent pas s'étendre. On parle d'assortiment infini chez Amazon. En magasin, entre 4 murs, c'est compliqué l'assortiment infini. N'empêche, plus je densifie l'assortiment aujourd'hui et on voit ça paye derrière, les résultats payent derrière. Je ne sais pas si vous avez d'autres commentaires là-dessus, mais... Autre question? Non, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que la Saint-Cordu a été extrêmement complète, notamment. Bien naturellement, donc là vous avez quelques éléments. On publiera une synthèse plus complète au-delà de ce que vous avez là.
Et puis ensuite, on verra si sur l'ensemble des chiffres, tout est publié. Mais a priori, comme je le disais tout à l'heure, c'est dans un cadre de transparence. Donc, qui dit transparence dit que, par définition, ceci est fait pour que justement on puisse continuer à travailler dessus et donner le maximum d'éléments, en tout cas des éléments qui puissent dire quelque chose et qui puissent servir de base à nos actions futures. Juste une précision. Oui. Ah ben voilà. À un moment, Luciano, vous avez dit que vous aviez commencé avec certaines enseignes d'aller vers ce collaboratif sur la MDD. Vous pouvez illustrer en fait un petit peu les premiers exemples sur ce sujet? Bon, on commence à y travailler avec les unes et avec les autres. On sent que ça va bientôt déboucher. Et, enfin, on a déjà, parce qu'il y a déjà des résultats en priorisation dans les marques et dans les MDD. Donc on le fait avec... on voit bien, c'est vrai pour Carrefour, mais c'est vrai aussi pour Auchan. On voit bien que quand il y a une collaboration, et ça a commencé sur les MDD Premium, ça marche. Donc voilà, et ça va continuer. Mais au début, c'est vrai que moi, je vais dire franchement mon point de vue, les enseignes sont rétives, en matière d'innovation et de différenciation, étaient rétives, et je pense que l'exemple de la réussite des marques PME commence à les inspirer, en se rendant compte que c'est leur marque, et que de la même manière, il faut qu'elle se différencie pour pouvoir reprendre la croissance. Donc on a commencé un peu partout à le faire. Hein. On en parle maintenant, mais très concrètement, c'est parti. Je crois que le mouvement peut le dire. Enfin, dites-le, les enseignes, c'est à elles de répondre, plus qu'à moi. Ah, ouais, c'est parti. Là, mais on est parti avec retard par rapport aux marques PME. Ouais. On le voit dans les chiffres. Il y a aussi le souci de s'adapter aussi à la taille des PME. Oui, c'est compliqué. Il y a souvent en référence des PME, des petites entreprises, dans un premier temps au niveau régional, après sur plusieurs régions. Et nous, on a des cas concrets de PME et TPE de TPE qu'on a référencé il y a 2 ou 3 ans, et qu'on a rentré cette année en Reflet France, par exemple. Lorsqu'on fait des réunions régionales, nous, on voit bien effectivement ça. Ça commence parfois dans un magasin, puis ensuite, ça passe au niveau de la région. Aujourd'hui, je pense que le souci, c'est aussi que nous, on soit attentifs. Quand on parle de différenciation, c'est aussi d'être attentif au rythme de croissance de la PME. Parce que si la croissance est trop brutale, il va y avoir une sortie de route, et là, ça peut être un petit problème. Donc, nous, on fait en sorte de s'adapter à la croissance de la PME et de la compagnie. Et donc, on a plusieurs exemples où en 2016, on a rentré des TPE sur une démarche Reflet France, par exemple, en cité. Autre question? Okay. Oui. Vous avez signé un accord avec Casino. Est-ce qu'il y a d'autres accords en vue? Alors c'est un accord de 3 ans. Ouais. Tous nos accords, beaucoup de nos accords étaient trisannuels, certains étaient annuels mais reconductibles. Donc aujourd'hui, on est partout couvert par des accords qui vont bien sûr se préciser avec le temps. Donc l'accord de Casino est de 3 ans. Donc aujourd'hui, tout est couvert. Mais par exemple, il y en a qui vont évoluer, il y a un Provera qui va aller plus loin. On va le signer bientôt. Mais ce sera dans la continuité de ce qui existe. Hein. Pas de remords, pas d'autres questions? Écoutez, merci à vous. Merci. Merci.